Bonjour. Nous sommes le conseil communal des enfants. Ces 4 derniers jours, nous sommes allés dans toute la Belgique, dont Liège, Brully-de-Pêche, Massange et Ostende. Notre objectif était de vous sensibiliser au travail de mémoire. Mais c'est quoi le travail de mémoire? Le travail de mémoire, c'est tirer des leçons des catastrophes du passé et essayer que ça ne se reproduise plus. Nous avons commencé par aller à la Cité Miroir pour l'exposition Plus jamais ça. Nous y avons découvert l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'extermination du peuple juif. Mais pas que les juifs. Les chômeurs, Les communistes, Les homosexuels, les prostituées, les toxicos. Et les handicapés. Alors le travail de mémoire, on est entre l'histoire et la démarche scientifique de l'historien et un travail de citoyenneté. C'est quoi? C'est tout simplement essayer de comprendre l'histoire, plus que juste la connaître, la comprendre et essayer de ressortir certains mécanismes qui sont propres à l'humain pour savoir tout simplement comment on fonctionne, ne pas recommettre les mêmes erreurs et essayer de tirer des leçons de notre histoire. Résister, c'est penser autrement. Finalement, le travail de mémoire, on parle de passeur de mémoire et vous allez vous retrouver finalement passeur et passeuse de mémoire après être venu ici parce que vous allez prendre des bouts d'histoire que vous allez pouvoir apporter à d'autres. Ça existe depuis toujours. C'est une forme de tradition orale de passer la mémoire des anciens aux jeunes générations. Frustrée parce que de la manière dont on a traité des personnes qui ne méritaient pas. Moi je me dis que c'est comme les années ou les âges, une religion ou une année de naissance ne définit pas une personne. Donc c'est un peu ça qui m'a mis sans voix, que directement on classe une personne. Donc si la personne est juive, elle est directement mauvaise. Donc c'est ça un peu qui m'a choquée. Dans l'histoire, on a rarement eu à ce point-là une échelle raciale élaborée par l'être humain, où l'être humain décide, voilà des hommes, des surhommes, voilà des sous-hommes. Et travailler sur cette représentation qu'on a pu avoir dans le passé, c'est assez intéressant pour comprendre le racisme aujourd'hui, pour comprendre les discriminations qui sont faites aujourd'hui. Je me sens un peu bizarre parce que ce qui s'est passé pendant la guerre, ça me paraît vraiment inhumain. Et quand parfois les humains ils disent que les animaux sont beaucoup plus cruels et tout, moi quand je vois ces images, je me dis que c'est pas vrai. Que c'est nous, on arrive à nous faire... Enfin, je sais même pas comment dire ça, entre nous. C'est... Ouais, je me sens mal quand j'ai vu ces images. On est dans une société où on est amené à respecter certaines règles, des lois, des règlements, de l'école, etc. Qu'est-ce qui se passe quand les règles dévient? Qu'est-ce qui se passe quand les règles deviennent injustes? Qu'est-ce qui se passe quand des gens pâtissent de ces règles-là, sont discriminés par ces règles-là? Et c'est cet endroit-là où il faut commencer à être attentif et commencer, entre guillemets, à dire « là, moi, je ne suis pas d'accord ». Que je me dis que si un jour ça recommence, voilà quoi, ça me fait peur vu que comme je suis un enfant, je me sens visée un peu. L'idée, c'est d'aller plus loin, de comprendre, de se mettre en action, de se dire aujourd'hui, moi, je peux changer ma société, je peux changer mon environnement et j'ai envie de contribuer à ça, donc je vais me mettre en action, je vais m'engager, résister parfois, mais ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas, ça s'adresse à toute personne qui est un peu curieuse de l'endroit où il vit et qui a envie d'aller plus loin.
Le lendemain, nous nous sommes intéressés au mental d'Hitler. C'est pour cela que nous avons visité son quartier général. On y a appris que pour les nazis, il était vu comme un idole, un sauveur. Mais qu'en fait, c'était un tueur, un drogué et un fou. Les Allemands l'ont suivi car ils étaient humiliés et cherchaient désespérément une lumière au bout du tunnel. Hitler, c'était quel genre d'homme? Bon, c'était d'abord quelqu'un qui s'était intéressé très jeune aux stratégies militaires, qui s'était intéressé très jeune au nationalisme de race. C'était un personnage qui avait très peur d'être trouvé. C'était un personnage qui était plutôt nocturne que diurne, hein. C'était aussi quelqu'un qui était, dans cette période de l'histoire, l'homme de guerre. Même s'il y a beaucoup de gens qui se sont sensibilisés à ça, il y a toujours des gens qui sont pas comme Hitler, mais qui ont toujours une mentalité de ravageur, on va dire. Ils sont plus modernes. Hitler s'est très vite positionné en héros victorieux, pensant avoir gagné la guerre. Ils ont choisi, après une mission de reconnaissance menée par Fritz Stott, ce lieu, ils ont installé ce qu'on appelle un périmètre de sécurité, une zone interdite. Et il a donc décidé d'évacuer les 28 villages concernés par les deux entités, hein, Couvin-Chimay, soit ce qu'on appelle un exode forcé. Un ravageur, c'est quelqu'un qui fait du mal sur beaucoup de personnes, qui tue des gens en masse. Vous imaginez la situation, les gens sont chez eux, on vient frapper aux portes, ils se trouvent face à des soldats allemands sévères parce qu'ils n'étaient pas du genre cool, et donc les gens ont peur, bien évidemment. Les enfants qui avaient 8-10 ans et qui sont toujours en vie en témoignent d'ailleurs. L'occupant allemand était méchant, était sévère, et donc ces gens ont dû rassembler le strict minimum et surtout trouver un moyen pour partir. Donc ici on est dans des zones rurales, donc on emmenait un peu de vivres, un peu de vêtements, de monnaie d'échange aussi, hein. Il faut savoir qu'ici, par exemple, des gens amenaient du café, par exemple du café vert. Ça leur permettait parfois d'en s'en servir comme monnaie d'échange pour pouvoir en échange avoir à manger ou avoir un petit logement momentané. Et puis ces gens partaient la peur au ventre parce que là, on est dans une période où les gens ne savent pas déjà qu'Hitler va venir s'installer ici. Et donc on part un peu la peur au ventre. Avec en plus, il ne faut pas l'oublier à l'époque, ces fameux avions allemands, hein, qui faisaient un bruit d'enfer, ces fameux Stuka, hein, qui passaient au-dessus de leur tête en rase-motte et qui évidemment n'hésitaient pas parfois à tirer sur des convois en exode. Les enfants, 8-10 ans, vous imaginez, ils doivent quitter leur maison, ils ne savent pas du tout où ils vont. Parfois, sur les chemins de l'exode, il faut vous imaginer qu'on voit n'importe quoi. On peut voir des chevaux, hein, des chevaux morts, des chevaux éventrés, des soldats morts. On se réfugiait dans les fossés, tout le monde ne s'en sortait pas. On se retrouvait parfois seul parce que la famille était tuée. Et puis une petite fille, un petit garçon était là isolé, ne retrouvait pas ses parents, était pris en charge par d'autres personnes en exode, pour parfois vivre avec ces personnes un moment ou être laissé dans une ferme ou quelque part momentanément. Donc c'était terrible pour ces enfants. Plus tard, quand ces enfants sont revenus ici, ça a été vite puisque le 30 juin, début juillet, ils sont rentrés. Il faut savoir que les papas ou les oncles étaient au front. Donc ces enfants en plus devenaient un petit peu des enfants adultes. Hein, très vite, c'est-à-dire que c'est l'enfant adulte, comme on l'appelait, c'est l'enfant qui tout petit n'a pas de jeunesse, hein, et qui doit travailler avec la maman, travailler au champ, essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Le troisième jour, nous avons été visiter les souterrains au fort d'Ébène-et-Mal. On y a appris la réalité de la guerre qui est atroce. Ce n'est pas comme dans un jeu vidéo, les soldats vont peu au combat.
on peut rester une semaine non-stop. Plus on est pauvre, moins bien on est traité. Et on n'a qu'une seule vie. Il y a des gens qui ont souffert, qui se sont battus. Les gens qui étaient dans ce fort, ils nous ont sauvé la vie. Enfin, pas la vie, mais genre, ils nous ont beaucoup aidés pour notre pays. On ne peut pas parler de la Seconde Guerre mondiale sans parler de la Première. La Première Guerre mondiale s'est terminée, mais comme tout le monde le sait, par la défaite de l'Allemagne. Cette défaite a amené beaucoup d'humiliation auprès des Allemands, surtout qu'on voulait les faire payer au maximum, je dirais, le fait d'avoir, entre guillemets, déclenché la guerre, parce qu'ils n'étaient quand même pas les seuls. Quand je dis on a voulu leur faire payer ça, ben non seulement on leur a fait payer tous les dégâts, on leur a fait perdre toutes leurs colonies et on a occupé une partie de leur pays pour être sûr que justement ils leur remboursent ces frais. Et bon, tout ceci n'a pas été particulièrement bien accepté par tout le monde, certainement pas par les nationalistes. Parmi ces nationalistes, ben, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Adolf Hitler. Pendant une guerre, on ne peut jamais se reposer. Parce que j'avais pu voir ça au quartier général d'Hitler, à Brûlis-de-Pêche. Ils pensaient avoir gagné et pourtant tout s'est renversé. Les conflits peuvent avoir, je dirais, plusieurs raisons. Les conflits que l'on voit se passer actuellement ou qui sont en train de se terminer, bon, ben, je pense par exemple à l'Afghanistan où le président Biden a décidé de retirer les troupes américaines. Ce sont des conflits qui ont commencé entre autres pour des raisons religieuses à cause de la présence des talibans. À côté de ça, on pourrait très bien imaginer que certains conflits aient pour origine des raisons tout à fait économiques. On se rend aussi compte que, par exemple, certains conflits peuvent ou pourraient avoir lieu simplement parce qu'un pays veut posséder l'arme atomique. Mais que c'est quand même atroce, ces gens qui meurent, qui se battent, pour au final juste conquérir des pays. Comme vous, je vis dans un monde où, oui, comme vous, je me pose de temps en temps certaines questions. Je me pose même beaucoup de questions. Une des questions est, tiens, comment notre monde va-t-il tourner? Comment vont évoluer les choses? Je prends un bête exemple, mais en Birmanie. Je me pose aussi des fois la question, est-ce que nous pouvons vraiment, alors nous, je pense à l'Europe, offrir un bel avenir à toutes les personnes qui viennent chez nous? Et je crois qu'il est normal qu'on se pose énormément de questions. On ne serait pas un être humain si on ne s'en posait pas. Je crois que la réponse est à trouver à plusieurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la cellule dans laquelle je travaille s'appelle « Démocratie ou barbarie ». La réponse que l'on doit trouver et que nous devons donner, aussi bien vous que moi, que tous les autres, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix qu'on doit faire entre la démocratie ou la barbarie. Je prends le simple exemple des migrants. Est-ce qu'on va refuser à d'autres personnes de venir chez nous parce qu'ils ne viennent pas de notre pays? Est-ce qu'on peut se permettre de dire que d'autres êtres humains n'ont pas leur place chez nous?
Et donc, ben voilà, je crois que chacun a une tâche à remplir. Et chacun doit agir en âme et conscience. Pour moi, agir en âme et conscience, c'est ne jamais oublier que je suis comme tout le monde un être humain. Quand on tue des gens à la guerre, c'est perdre son humanité. Enfin, nous avons remarqué que même à l'autre bout du pays, les traces de la guerre sont partout. Nous avons réalisé qu'il ne fallait pas faire de grandes choses pour être un résistant, mais juste une petite chose suffisait pour nous et pour la planète. Il faut s'affirmer et exprimer ce qu'on ressent. Il faut oser dire non. S'informer, chercher sur les sites pour avoir son propre avis. Être curieux. Déjà manifesté dans beaucoup de pays. J'ai même visité les commissariats de beaucoup de pays. Quand on désobéit à la loi, on se prépare à accepter la sanction pour pouvoir dire que ce qu'on vit n'est pas juste. Mais accepter la sanction, c'est souvent passer de longues heures au commissariat. La première chose quand je manifeste dans les grandes manifestations, c'est qu'il y a un sentiment de communion, hein, parce qu'on est beaucoup ensemble, d'être tous ensemble. Il y a vraiment un sentiment d'appartenir à un mouvement qui est plus grand que l'individualité, que l'individu. Voilà, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Après, comme autre ressenti, par exemple, quand la police décide de pas être de bonne humeur, je peux avoir peur. Je peux avoir de la colère aussi, soit de la colère face à l'attitude de l'autorité, soit de la colère par rapport au sujet de la manifestation. Si un jour ça revient et que je suis vivante, j'espère faire tout mon possible pour que... je sais pas comment bien formuler, mais j'essaierai d'aider au moins. Il n'y a pas une seule façon de résister. Il y a plein de façons de résister différentes et qu'il faut choisir là ou les façons de résister qui nous conviennent et en fonction aussi qui conviennent à notre mode de vie actuel. On peut résister par notre consommation, par exemple. C'est un premier mode de résistance. Après, on peut s'impliquer dans des groupes, on peut s'impliquer dans des groupes thématiques, des groupes politiques, on peut manifester. Il faut que tout le monde, à son niveau, puisse s'impliquer avec ses moyens. Par exemple, juste dans la nourriture, quand il y a des choses qui sont mal cultivées, donc qui ravagent la terre, si on achète ces produits, on devient complice de ravageurs. C'est beaucoup plus facile de résister maintenant qu'en 40-45. Ça, c'est quand même un côté très très positif. Alors, à quoi il faut résister en 2021 ? Ça serait certainement les inégalités, toutes les inégalités. Ça me paraît essentiel, parce qu'en fait, quand on se bat contre les inégalités, tout le monde y gagne. Tandis que quand on se bat, par exemple, pour sa propre liberté, il y a que les gens qui sont concernés qui y gagnent. Donc, chaque progrès fait pour les personnes les plus faibles, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Et alors enfin, en termes de guerre et de paix, alors la Troisième Guerre mondiale, effectivement, je pense qu'il y a peu de risques par rapport à un usage des armes nucléaires qui serait dramatique. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui pourrait vraiment être dramatique pour l'ensemble de la planète. Si jamais un jour ça pète, même juste entre deux pays, tout le monde va en souffrir et on va retourner en arrière d'une force. Je leur souhaite juste de trouver une cause juste vers laquelle s'engager, d'y aller à fond, parce que c'est eux qui feront le monde d'après. Des gens ont résisté et résistent encore pour votre avenir. Les humains ne sont pas des objets, nous ne pouvons pas les caser. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de rouge, orange, jaune, vert, bleu, mauve, ni blanc, ni noir. Nous sommes tous humains.